Vous suivez, vous nous obéissez et vous verrez, ça ira très bien. Je pense que c'est un temps qui est dépassé et qu'il faut que les uns et les autres le comprennent dans le plus grand respect des uns et des autres. Je propose qu'on suive à présent le rapport de certaines de ces missions d'observation électorale sur ce plateau pour tenter de comprendre l'attitude réelle de la communauté internationale. Merci. Déclaration préliminaire de la mission de l'Observatoire de la société civile africaine pour la démocratie et l'assistance électorale, à l'issue du second tour de la présidentielle du 28 novembre 2010 en République de Côte d'Ivoire. Conformément aux recommandations de la déclaration de principe de l'observation internationale des élections, adoptée le 27 octobre 2005, sous l'égide des Nations Unies, ainsi que les engagements pris par les États francophones dans la déclaration de Bamako en novembre 2000 pour la tenue d'élections libres et transparentes. Suite aux souhaits exprimés par la Commission électorale indépendante de la République de Côte d'Ivoire à l'ensemble des observateurs, de couvrir de façon accentuée les zones centre, nord et ouest, CNO. La mission de l'Observatoire de la société civile africaine pour la démocratie et l'assistance électorale, ESCADA, a déployé la majeure partie de ses observateurs internationaux, notamment à Korogo, Touba, Bouaké, Mankono, Séguéla, Odiémé, Tengrela, Madinani, sans oublier les villes de Diékoué, Diglo, Yamoussoukro et Abidjan. De la compilation entière des fiches issues de nos observateurs qui ont visité 620 bureaux de vote, les constats suivants ont été enregistrés par notre mission. La campagne pour ce second tour a été malsaine à certains endroits. Le non-respect général du couvre-feu en zone CNO. Le retard d'ouverture dans certains bureaux de vote est allé de 30 minutes à 1 heure. Certains électeurs ont été empêchés d'exprimer leur vote. Certains représentants de candidats, notamment LNP, de la majorité présidentielle, ont été empêchés de faire leur devoir, notamment à Korogo. Des urnes ont été transportées par des hommes en tenue militaire, sans la présence des membres des commissions électorales locales. Des urnes ont été transportées à bicyclette, notamment à Touba. Des consignes de vote étaient données à l'entrée de certains bureaux de vote. Des agressions physiques ont été enregistrées à Korogo, notamment à l'école Soba et dans d'autres localités. Déclaration de la coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine dans le cadre du deuxième tour du dimanche 28 novembre 2010 en République de Côte d'Ivoire. Invité par les autorités en charge de l'organisation des élections présidentielles, 21 organisations réunies au sein de la COMISCA, coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine, ont redéployé sur le terrain des observateurs dans le cadre du second tour des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Depuis le 26 novembre, la COMISCA a déployé 230 observateurs à l'intérieur du pays, notamment à Korogo, Boundiali, Ferkesedougou, Touba, Odiene, Makono, Minia, Madiani, Vavoa, Bouna, Tengrela, Zaye, Tueke, Giglo, Dabou et Abidjan. Ces observateurs ont visité 1541 bureaux. La Commission constate que la crédibilité de vote de ces régions ci-dessous citées est fortement entachée. Et par conséquent, elle n'est pas crédible selon les normes internationales. Concernant cette question, ils ont observé une intimidation, un empêchement et le comportement irrégulier par rapport aux normes. De nouveau, c'est aux institutions de décider si les résultats sont corrects et s'il y a des irrégularités qui affectent le processus. Au terme de la mission, les observateurs de l'Union africaine ont fait les constats suivants. La mission a relevé avec regret des actes de violence graves, notamment des pertes en vies humaines, des atteintes à l'intégrité physique, des séquestrations, des intimidations, des tentatives d'enlèvement et de dégradation du matériel électoral. Autant d'éléments qui devraient faire l'objet d'une appréciation minutieuse de la part des organes compétents afin de déterminer leur impact sur le scrutin. En outre, la mission déplore
l'ouverture tardive de certains bureaux de vote, le manque de stickers dans certains bureaux de vote, le climat relativement lourd aux alentours de certains lieux de vote. Enfin, la mission déplore la séquestration de 2 de ses observateurs et remercie les agents de l'ONUCI pour le dénouement heureux intervenu à temps. Je propose qu'on suive à présent, je veux juste vous demander, Bernard, un commentaire sur l'élément qui vient de passer. On en a parlé tout à l'heure sur le dispositif, les différentes organisations qui ont suivi le scrutin du dimanche 28 novembre. Mais j'ai remarqué dans le passage que même le représentant de l'Union européenne, de manière un peu gênée, a reconnu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas aussi claires qu'on a bien voulu le faire dire aux gens de l'Union européenne, et que là aussi, les gens de l'Union européenne ont remarqué, en laissant l'appréciation aux autorités, comme il le dit dans le débat, dans le petit exposé que l'on a eu, laissant aux autorités le soin d'en tirer toutes les conséquences. Donc vous voyez que là, même là aussi, on finit par avoir un peu de consensus sur quelque chose qui était flagrant. Mais alors, jusqu'où peut aller la communauté internationale? D'abord, la communauté internationale, comme on dit, elle est très internationale, et pour la Côte d'Ivoire, la communauté internationale, elle commence à ses frontières. Les Ghanéens, les Guinéens, les Libériens, c'est de la communauté internationale. Ce sont des gens qui peuvent voir aussi comment ça se passe en Côte d'Ivoire, et on n'a pas besoin d'atteindre certains rivages pour se dire dans la communauté internationale. Donc, je pense que la communauté internationale, sous tous ses aspects, va rapidement, quand l'aspect frauduleux d'une partie du vote sera vu par tout le monde et compris par tout le monde, et que les enjeux ont bien été reconnus, la communauté internationale va poursuivre son chemin, et la Côte d'Ivoire est un membre de la communauté internationale, et elle sera dans le concert des nations. Certains Ivoiriens se posent la question, je vais vous la poser. Est-il possible que la communauté internationale, dans le cas d'espèce l'ONUCI ou la force Nicole, lance une opération pour installer Alassane Ouattara, avec moyens militaires à l'appui contre l'armée ivoirienne, qui a déjà fait allégeance au président Laurent Gbagbo réélu? Rendez-vous compte, nous sommes dans l'état de droit. Le président du Conseil constitutionnel a déclaré élu le président Gbagbo. Ce matin même, le président Gbagbo a prêté serment sur la Constitution devant le Conseil constitutionnel. L'état de droit est donc respecté. Si aujourd'hui, demain, d'une façon ou d'une autre, une force étrangère, sans aucun mandat, venait à essayer de transformer cette situation d'état de droit en une situation qui serait inqualifiable à tout point de vue, je ne peux pas l'imaginer une seule seconde. Ok. On va regarder rapidement la réaction de son Excellence Alcide Djedje, représentant de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, qui se prononçait sur l'attitude du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. On va regarder cet élément. Il n'y a que le Conseil constitutionnel qui peut déclarer vainqueur un candidat. Et donc les propos de Choi n'engagent que lui. Et s'il continue de cette façon, nous allons demander son départ de Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais dire. Il va plus loin, il fait des discriminations entre les ONG africaines et les autres observateurs qu'il appelle observateurs crédibles, et les autres ne sont pas crédibles parce qu'ils sont africains. Il est en pleine dérive. Et ces propos ont des conséquences très graves parce que aujourd'hui, on l'a vu, après les propos de Choi, il y a certains qui ont été encouragés dans des actes de violence. Parce que M. Choi a dit non, le Conseil constitutionnel, les déclarations du Conseil constitutionnel, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas valables et que c'est lui seul qui peut certifier les élections en Côte d'Ivoire. Et il y a eu incitation à la violence. Et si jamais il continue dans les propos de ces gens, nous allons demander officiellement son départ de Côte d'Ivoire. Parce que finalement, il devient un agent de déstabilisation et non un agent de paix, comme le recommande son mandat. Voilà ce que je voulais dire ce soir aux Ivoiriens à propos de M. Choi, et que cette déclaration engage que lui. Nous sommes dans une république souveraine, nous sommes membres des Nations Unies,
Et toutes les résolutions qui sont prises sur la Côte d'Ivoire déclarent en préambule que la Côte d'Ivoire est souveraine. Voilà, Bernard, la position des autorités ivoiriennes exprimée par leur représentant, l'ambassadeur à l'ONU, Assis Djedje, est-elle venue à propos? Vous l'avez dit vous-même, l'ambassadeur Assis Djedje représente la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, donc il connaît l'organisation, il connaît les mécanismes, il connaît les droits et les devoirs, et je pense que l'ambassadeur Assis Djedje est tout à fait fondé à dire haut et clair une situation qui ne pourrait pas être autre. Et je pense, en allant dans le même sens que l'ambassadeur, qu'effectivement, il serait dangereux pour l'ensemble de la sous-région et l'ensemble de la communauté internationale de vouloir prospérer dans ce genre de propos tels que tenus par le représentant des Nations Unies, parce que là, on peut faire entrer les gens en conflit. Vous savez ce qui se passe dans certains pays. On a connu le Rwanda, on a connu le Congo. Depuis combien d'années les gens de l'ONU sont au Congo, sous différents noms, MONUC, MINUAC, etc., de Centrafrique. Donc, comme l'a dit, je pense, l'ambassadeur à un moment dans son intervention, c'est que ce sont des gens, comme je disais tout à l'heure, qui sont rémunérés par l'organisation et qui se trouvent dans une espèce de rente de situation dans les pays où ils sont envoyés en mission de bons offices, etc. Et qu'à un moment donné, quand la mission s'achève, eh ben, on demande encore quelques minutes, mais si c'est au détriment de l'intérêt général et surtout de la souveraineté de l'État et du bien-être des populations, c'est un jeu extrêmement dangereux dans lequel il ne faut pas perdurer. Il se trouve aussi que les diplomates, du moins la majorité, n'ont pas répondu à l'invitation de la direction du protocole d'État pour l'investiture du président de la République. Écoutez, je dirais d'abord que l'investiture, c'est une séance du Conseil constitutionnel qui reçoit le président de la République pour lui signifier qu'il a été déclaré élu par le Conseil constitutionnel au terme de l'ensemble du processus serment devant le Conseil au nom de la Constitution. C'est pas un meeting, c'est pas un grand débat, il y a des invités, mais le problème principal, c'est celui dont je viens de parler. Maintenant, je pense que les choses étant faites, la Côte d'Ivoire ayant son président, les institutions étant préservées, il faut que les uns et les autres aient raison gardée, et on verra dans les jours prochains les uns et les autres revenir dans le rôle qu'ils ont, parce que la Côte d'Ivoire n'a pas d'ennemis. La Côte d'Ivoire est bien avec tout le monde, en particulier avec le pays qui a été le plus en contact avec la Côte d'Ivoire depuis la fin du 19e siècle, et que l'ensemble même des Français qui vivent à Abidjan, qui travaillent à Abidjan, qui font travailler les Ivoiriens, qui sont entièrement intégrés dans le système économique de la Côte d'Ivoire, seraient les premiers à souffrir. Il est hors de question que les gens revivent des périodes comme celle de novembre 2004. Et d'ailleurs, à ce propos, il faut faire très attention que certains n'avaient pas allumé le feu à nouveau, mais je pense qu'à ce niveau-là, les autorités militaires ont été très précises sur l'intérêt de la protection et sur la protection des intérêts français et sur les risques de dérapage qui ne pourraient venir ni de près ni de loin de l'autorité compétente. Maintenant, on va terminer avec cette question-là. Comment voyez-vous la suite des événements en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui va réellement se passer? Je pense que le président a été réélu sur un programme, que la communauté internationale va se ressaisir, que le président fait généralement ce qu'il dit ou ce qu'il écrit, et que la Côte d'Ivoire a un grand travail à faire dans les 5 ans à venir, que c'est ouvert à tous les Ivoiriens, il n'y a aucun problème de conditions, d'âge, de religion, etc. Le président est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Ça veut dire multipartisme, veut dire plusieurs partis. Le président est au pouvoir avec son parti, mais pour bien gouverner, il faut qu'il ait une opposition constructive, capable aussi de faire valoir les revendications d'une partie de la population. Mais les revendications d'une partie de la population ne se jouent pas à coups de machette ou à coups de tentatives qui ne portent pas leur nom, mais ça se joue dans le débat démocratique et républicain. Et c'est tout ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire les années à venir. Merci Bernard. Vous avez suivi, on a épluché la question de l'attitude de la communauté internationale avec Bernard Oudin, qui est notre consultant d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. Ça a été réalisé par Raymond Diti-Assoulier. Je remercie toute la régie qui s'est mobilisée pour réaliser cette émission.